c'est parti à présent pour Planète Marché. Nous allons passer une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité politique, économique et surtout financière dans Planète Marché. Donc nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord, Éric Turgeman. Bonjour Éric Turgeman. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes co-directeur des gestions OPC chez Ophi Invest Asset Management. À côté de vous, nous avons le plaisir d'accueillir également Nuno Teixeira. Bonjour Nuno Teixeira. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse également. Vous êtes membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International et nous avons le plaisir de recevoir également Aymeric Didet. Bonjour Aymeric Didet. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes directeur de la gestion de Pergame. Je vous propose de commencer avec vous, Éric Turgeman. On va revenir sur ce record touché par le CAC 40, ce nouveau plus haut touché jeudi dernier. Si on fait quelques calculs, si on regarde effectivement ce record donc de 7387,29 points, au-delà du record, il y a une dynamique sur le CAC 40 qu'on ne voit pas autant sur d'autres marchés. On ne le voit pas sur le DAX, on ne le voit pas non plus aux États-Unis actuellement. Si on compare... L'ancien record du CAC 40 était début janvier 2022. Sur la même période, sur un an, le CAC 40 progresse un tout petit peu pour aller chercher un nouveau record. Le S&P 500 affiche moins 15%, le Nasdaq affiche moins 25%. Est-ce que c'est le moment, Europe aujourd'hui, le moment d'investissement sur les marchés européens après avoir été à la traîne pendant plusieurs mois, Éric Turgeman? Le CAC 40, c'est une question de composition surtout. Il est composé, en grande partie, de valeurs de luxe qui représentent, je ne sais pas exactement, peut-être le quart de l'indice. Ce n'est pas le cas forcément des autres indices aux États-Unis un peu plus technologiques. En Europe, il y a du luxe aussi, mais pas autant. Donc c'est une question de composition, parce qu'il n'y a pas le cas français par rapport à d'autres pays. Il y a le cas luxe et le reste des valeurs plutôt. C'est plus ça. Alors après, je ne sais pas, il faudra regarder sur 10 ans ou 15 ans, est-ce que le CAC 40 fait mieux que l'Eurostoxx 50 ou le DAX? Je ne suis pas persuadé. Donc là, c'est plus une question de composition d'indices. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il a retrouvé ses plus hauts historiques. Bien sûr. Et que s'il y a un an moins quelques jours après l'invasion de l'Ukraine, on nous avait dit dans un an vous serez au même niveau avec ce qui venait de se passer, et qu'entre-temps on nous avait dit vous aurez des indices d'inflation à 2 chiffres tout au long de l'année, même si c'est peut-être un peu derrière nous, et a priori une croissance mondiale qui sera en dessous de 2,5%, le CAC est au même niveau, là personne l'aurait cru. Donc ça c'est quand même on va dire la surprise de voir que finalement cette résilience. Et après, évidemment, si on voit on aura le temps d'en parler, mais on peut fondamentalement, si on voit les choses en rose, considérer que les niveaux des bénéfices des sociétés et des taux d'intérêt font que le niveau n'est pas illogique. Mais ça, il ne faut pas qu'il y ait de grain de sable. On va effectivement revenir sur les entreprises ou autres, mais sur cet optimisme, toujours vous, Éric Turgeman, sur cet optimisme finalement du marché parisien dans le contexte que vous venez d'évoquer, alors que, j'ai envie de dire, tous les signaux devraient indiquer normalement un peu plus au moins de prudence sur les marchés actions. Comment est-ce qu'on l'explique aujourd'hui? Alors, on va venir tout de suite dessus. Donc, les marchés actions, ils s'évaluent par rapport à deux données. C'est les bénéfices des sociétés et les taux d'intérêt. Il n'y en a pas d'autre. Le reste, c'est du momentum, c'est on peut tout dire, de la psychologie, etc. Mais à la fin, c'est quoi une entreprise? C'est des bénéfices actualisés. Et là, ce que les marchés considèrent, c'est que le pic des taux, c'est pour demain. Juin, c'est demain. Aux États-Unis et en Europe, c'est pas mal. En gros, c'est 5,25 à peu près aux États-Unis. C'est pas rien, mais 5,25. Et puis en Europe, 3,50, je crois, ou 3,70 de mémoire. Ça change régulièrement, mais là, on est plus à 3,75. Mais en tout cas, ce que les marchés se disent, c'est le pic, c'est à l'été, on y est quasiment. Et puis derrière, de toute manière, ça va redescendre. Donc, puisque les taux courts vont redescendre, les taux longs, qui sont une projection beaucoup plus longue des taux courts, il n'y a pas de raison qu'ils se tendent beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on a des taux qui sont un peu en dessous de 4% aux États-Unis et autour de 2,5% en Allemagne. Avec tout de même des banques centrales qui disent attention, vous êtes peut-être un petit peu trop optimiste aujourd'hui. Mais ça, les marchés ne le croient pas. Les marchés considèrent que finalement, défient un peu les banques centrales en disant non, vous êtes trop prudents, vous allez voir que ça... l'inflation va ralentir. 2, que l'économie va s'affaisser. Vous serez obligé de desserrer les taux. Et vous verrez, donc les marchés disent aux banques centrales, vous verrez que vous allez, dès 2024,
Alors avant, il y a quelques temps, c'était dès 2023. Maintenant, les marchés se disent dès 2024, avoir une courbe descendante. Et finalement, les taux courts vont suivre une autre piste dans l'autre sens. Il y a une question philosophique derrière. C'est les marchés peuvent-ils avoir raison face à une banque centrale? Je ne sais pas si on aura assez d'une heure pour y répondre. Non, mais ils n'ont pas raison contre la banque centrale. Mais ils pensent que la banque centrale va se rendre compte, effectivement, qu'il faut desserrer. Bon. Donc dans ces cas-là, si vous considérez qu'il n'y a pas de raison que les taux aillent beaucoup plus loin que 2,5 en Europe et 3,5 aux États-Unis, l'historique montre que sur ces niveaux de taux d'intérêt, on avait des multiples de valorisation à peu près autour des niveaux actuels. Donc, pour que ça craque, il faut soit que les taux montent, c'est pas ce que les marchés anticipent, ça peut arriver, mais c'est pas ce que les marchés anticipent, soit que les bénéfices s'effondrent. Et là, les publications, alors il en reste 9, là j'ai entendu pour le CAC 40, mais en tout cas, les premières montrent que les bénéfices ne s'effondrent pas et qu'on aura peut-être, a priori, une année 2023 au même niveau que 2022. Donc, ça nous fait des PE à autour de 13. Voilà, donc, évidemment, ça, c'est une vue un peu positive des choses, mais en se disant, les bénéfices sont là, ils ne vont pas baisser, et les taux ne vont plus monter. Voilà pourquoi le marché est revenu. Et il n'y aura pas d'accident géopolitique, etc. Ça fait beaucoup d'optimisme. Oui, mais en tout cas, les marchés ont décidé de le voir sous cet angle aujourd'hui. Nuno Teixeira, est-ce que les marchés sont trop optimistes sur le taux final, par exemple, de la BCE, sur les bénéfices à venir des entreprises? On a un peu l'impression que les marchés actions sont à contre-courant, par exemple, de ce qu'on peut voir sur le marché obligataire ou sur ou ce qu'on peut voir sur les cours des matières premières. On est dans une sorte de bulle d'optimisme, finalement. Alors pas bulle financière, mais... Déjà, pour revenir sur la performance des marchés européens et du CAC 40, pour donner un petit peu des ordres de grandeur, il faut voir que le marché américain, si on prend une plus longue période, a beaucoup plus progressé que les marchés européens. D'ailleurs, il se paye beaucoup plus cher. Donc quand on dit... On est en dessous du record du S&P, certes, mais il avait entre-temps progressé beaucoup plus. Donc, il faut effectivement dézoomer un petit peu l'image qu'on regarde aujourd'hui. Exactement. Donc, malheureusement, on ne paie pas les entreprises européennes au même niveau de capi boursière que les entreprises américaines. Et c'est probable qu'il y ait eu clairement des excès sur les valeurs de croissance américaines en particulier, qui ont été accentués dans la période du Covid par une frénésie d'achat sur tout ce qui était travail à la maison, vente en ligne, etc. Donc tout ça s'est dégonflé avec la remontée des taux d'intérêt, davantage qu'en Europe où on est dans des marchés plus value et donc quelque part un peu moins exposé du point de vue de la croissance. Alors, ceci étant, le luxe est un peu une exception parce qu'il y a quand même de la croissance et finalement les multiples restent assez généreux. Mais globalement, on est quand même sorti d'une phase de très grand pessimisme sur le marché européen où on craignait en septembre qu'il y ait des problèmes d'approvisionnement énergétique, que l'industrie allemande n'allait pas survivre, je dirais, à l'embargo sur l'énergie, etc. Et puis on a vu que finalement les prix de l'énergie se sont affaissés, notamment sur le gaz, bien sûr, qui est revenu au niveau d'avant-guerre, voire au-delà. Mais elle est là l'explication. On s'est rendu compte que finalement les stocks de gaz, on avait réussi à les constituer et à en conserver une partie. L'hiver est un petit peu plus doux et donc c'est là où il faut voir finalement un optimisme ça plus... fait partie, disons, de l'amélioration, disons, de l'environnement européen, avec effectivement moins de pression inflationniste quand même si on est au-dessus des niveaux américains aujourd'hui sur l'inflation globale. Et puis, finalement, l'idée qu'on ne va peut-être pas avoir de récession en Europe, parce que là aussi, les probabilités de récession étaient plus élevées en Europe qu'aux États-Unis. Et donc, tout ça fait probablement qu'il y a eu beaucoup de repositionnement sur l'Europe. En revanche, ce qui pose question, c'est probablement le rallye depuis le début de l'année, parce qu'autant le quatrième trimestre, on pouvait comprendre une forme de rattrapage, autant là, ça se poursuit. Et je rejoins un petit peu mon collègue, parce que finalement, les marchés se prennent à espérer qu'on va avoir des inflexions monétaires sur la base d'une
d'une tendance très favorable sur l'inflation. Mais encore faudrait-il qu'on la constate, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Exactement. Et en particulier, ce qui semble poser problème quand même aux États-Unis comme en Europe, c'est l'inflation sous-jacente, qui est quand même celle qui intéresse au premier chef les banques centrales. Bien sûr. Et les services. C'est-à-dire qu'on a vu en fait une désinflation des biens. On a vu une désinflation sur les produits volatiles, mais les services, finalement, ça reste assez résistant à la baisse. Et ça, il va falloir le casser. Et il nous semble, nous, que les banques centrales vont devoir durcir un peu plus le ton. Elles semblent le montrer pour l'instant par les discours. On verra sur les actes. Mais elles vont probablement devoir le faire parce qu'elles ont cette fenêtre d'opportunité, finalement, d'une économie qui est assez résistante. On est quand même au plus bas historique sur le chômage aux États-Unis, alors qu'on disait qu'il va falloir 1 point et demi de chômage en plus pour vraiment casser l'inflation. Il va falloir, quelque part, sans plonger l'économie dans la récession peut-être, mais quand même essayer de durcir un petit peu les choses. Et en revanche, là où les marchés ont peut-être raison, c'est que à plus long terme, les banques centrales, il nous semble, ne peuvent pas provoquer de récession sévère dans les pays développés compte tenu des niveaux d'endettement. C'est-à-dire qu'elles vont préférer probablement un peu plus d'inflation, peut-être 3% au lieu de la cible des 2%. Donc il faut revoir la cible annoncée. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'à un moment donné, on va dire oui, finalement, cette cible des 2%, elle est impossible à atteindre. Et on préfère avoir de la croissance nominale, parce qu'il nous faut de la croissance nominale pour réduire le poids de la dette sur PIB. On verra. Donc changer d'objectif, là où l'inflation reste l'objectif numéro 1, l'inflation à 2%, se dire finalement, si on a du mal à descendre en dessous de 3%, mais qu'on a une croissance qui fonctionne bien, peut-être accepter cette nouvelle normalité. Déjà, il faut la ramener autour de 4. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, effectivement. Voilà, l'objectif pour la fin de l'année aux États-Unis, autour de 4,4% pour ce qui nous concerne. Aymeric Didet, je reboucle avec vous sur la performance des marchés financiers européens. Est-ce que c'est un moment Europe où finalement, si on dézoome, c'est un épiphénomène selon vous ? C'est en tout cas, on les prend, c'est bien, c'est agréable de revoir un petit peu de croissance en Europe et de performance sur les marchés européens, mais c'est vrai qu'il y a une polarisation assez forte des indices qui explique la hausse notamment du CAC 40, mais malheureusement, si on le repasse évidemment dans un contexte plus large, le marché américain reste le marché leader, le marché qui offre aujourd'hui les meilleures perspectives sur le long terme, et donc on ne peut pas occulter à une petite période malheureusement de surperformance de l'Europe, le reste du marché mondial. Et quand on dit petite période, ça veut dire qu'on anticipe qu'elle va se terminer. C'est qu'elle peut laisser place à une période plus meilleure pour le marché américain. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi, il faut bien voir que le marché américain, c'est aussi un marché qui est en avance sur le cycle. C'est le premier, la Réserve fédérale américaine a été la première à agir. Elle a agi beaucoup plus violemment sur la hausse des taux courts, et donc évidemment elle est en avance sur la Banque Centrale Européenne qui a fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'elle est arrivée non seulement en retard, mais en plus faible. Donc, parce qu'évidemment il y avait un problème géopolitique sur le sol européen, mais malheureusement il y a eu un dogmatisme tellement fort, encore une fois, de Mme Lagarde, qu'on a laissé trop de temps à l'économie européenne par rapport à l'économie américaine. C'est pour ça qu'on garde quand même à l'esprit que le marché américain, qui n'a pas de conflit sur son sol, qui a une économie qui est résiliente en termes de croissance, un emploi qui est extrêmement puissant, fort, qui n'a pas dénoté, en tout cas pendant cette période, a subi une hausse incroyable des taux d'intérêt en très peu de temps, et il a résisté. Donc aujourd'hui, oui, on a une petite sous-performance au niveau boursier, mais par contre, le potentiel est là parce qu'il y a une vigueur très importante de l'économie et des entreprises. Un paradoxe aussi, c'est que les conditions financières se sont assouplies en fait au cours des derniers mois. C'est-à-dire qu'on voit les taux d'intérêt de la Banque centrale monter, bien sûr, mais les taux longs, finalement, ils ont été assez calmes. Les spreads de crédit sur le high yield ou l'investment grade, ils ont baissé. Et le dollar s'est plutôt affaibli. Donc, en fait, les conditions financières des ménages américains et des entreprises se sont plutôt assouplies, en fait, récemment. Dans une moindre mesure en Europe également. Avec quand même cette inversion de la courbe des taux qu'on constate, qui pose question aujourd'hui à l'investisseur qui se demande un petit peu ce qui est réservé à l'économie américaine demain, Aymeric Didet. Tout à fait, mais par contre qui donne aujourd'hui surtout des choses extrêmement intéressantes. Ça fait 30 ans qu'on a des marchés avec des taux obligataires qui n'arrêtent pas de baisser. Donc pour une fois qu'on a des taux qui montent, ça donne des opportunités presque inédites pour ceux qui font de la gestion depuis plusieurs dizaines d'années. On a enfin des taux beaucoup plus
des niveaux de taux plus importants qui nous permettent aujourd'hui de réinvestir maintenant sur les marchés, de se réintéresser au marché obligataire. On a enfin du rendement sans risque, c'est ça On est enfin rémunéré pour prendre du risque. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que d'aller chercher du haut rendement aujourd'hui, c'est risqué, mais c'est rémunéré. Et ça, c'est vraiment une chose c'est un changement assez important dans l'univers de l'investissement. Et pour l'investisseur aujourd'hui, celui qui se projette à long terme et qui accepte de prendre du risque, il peut enfin être rémunéré pour le risque qu'il prend, et notamment sur l'obligataire. Donc là, aujourd'hui, il y a tout un marché qui s'est réouvert, tout un marché qui est une opportunité aujourd'hui d'investissement pour l'investisseur qu'on n'a pas eu depuis des années. Donc c'est en ça que ce marché est très intéressant, parce qu'il offre des opportunités. C'est vrai qu'on voit le luxe qui a été superbe en France, qui a porté les indices actions à des niveaux incroyables. C'est génial, on est super content, parce que c'est de la puissance économique pour la France. Mais à côté de ça, pour l'investisseur, je ne suis pas sûr que ce soit sur cette catégorie d'actifs et d'actions qui a le potentiel le plus important pour l'avenir. Et c'est là où il faut se placer de temps en temps, revenir sur où est-ce qu'on est aujourd'hui et où est-ce qu'on va. Et c'est là où l'investissement et la gestion prend tout son intérêt, parce que ça permet de bouger les portefeuilles et d'aller investir là où il faut, au bon moment. Mais ça, c'est générateur de performance historiquement. Une question qu'on peut se poser quand même, quand on voit le 3 mois US à un peu en dessous de 5%, le 1 an US un peu en dessous de 5%, pourquoi aller chercher plus ailleurs quand on a du crédit de gouvernement sur ultra sûr qui offre 5% de performance? En tout cas, il faut en profiter. Ça, c'est la première chose à dire, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas trop d'intérêt à placer ses liquidités, pas trop d'intérêt à aller sur les placements obligataires. Là, aujourd'hui, placer son argent, même sur les taux courts, ça a de l'intérêt. Alors aujourd'hui, l'avantage, c'est que le monétaire est relativement bien rémunéré, et l'investment grade, finalement, dans l'obligataire, on va dire le plus sécurisé, ou le moins risqué plutôt, on n'a pas des spreads exceptionnels. Donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance à maximiser les investissements en monétaire et en haut rendement, qui pour le coup est bien rémunéré, et un peu moins en investment grade qu'on sous-pondère actuellement. D'accord. Éric Turgeman, bon alors effectivement on a commencé par les marchés, on a un peu parlé d'inflation. Oui, si vous me permettez, non, sur la courbe des taux, là, c'est pas dramatique, elles sont inversées. C'est pas dramatique parce que d'abord ce que les marchés pensent, c'est qu'effectivement on a un niveau assez élevé sur les taux courts, 5,25 c'est pas mal, et les marchés se disent ça va se calmer, c'est plutôt positif, c'est de se dire l'inflation va finalement se calmer, refluer, donc les banques centraux vont rebaisser les taux. Et ce qui serait embêtant, c'est si on avait, disons, des taux courts à 2% et des taux longs à moins 0,5. Là, ça voudrait dire on va en récession. Mais finalement, avoir des taux longs aux États-Unis autour de 4%, ça prouve qu'il y a quand même de la croissance. C'est pas... Donc en fait, une inversion de la courbe des taux à des niveaux aussi élevés est moins grave. Si on était à 1 et puis moins 2, d'accord, parce que là, c'est OK, on revient à un régime normal, 4%, ça veut dire qu'il y a un peu de croissance, un peu d'inflation. Si c'était ça, ce serait très bien. Et alors après, évidemment, on peut se dire, moi je prends du 5,25, puisque j'ai 5,25, pourquoi ne pas faire 5,25 au lieu de 3,5 ? C'est que le 5,25, vous n'êtes pas sûr de l'avoir pendant 10 ans. Voilà. Donc, un peu, c'est comme quand vous empruntez pour votre appartement à taux fixe ou à taux variable. Bien sûr. Vous pouvez dire, moi, j'attends parce que les taux variables sont en train de baisser, mais le taux fixe, vous crantez. Donc, celui qui crante du 4% sur 10 ans, il est sûr de l'avoir. Si vous voulez renouveler le 5,25, c'est très bien si pendant 10 ans, vous faites 5,25 tous les mois. Quoi. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, mais la question mérite d'être posée quand on voit des niveaux de crédit comme celui-là. Comme cela. Voilà, mais c'est pour ça que c'est par rapport à l'effet TINA, il n'y avait plus d'alternative au marché action. Là, il y en a une. Et ça devient un concurrent au marché action parce que, oui, 4% aux États-Unis, un peu moins 3% en France, ça devient... Oui. C'est quelque chose, mais c'est plus intéressant pour nous, d'ailleurs, parce que les gérants monétaires, les pauvres, vous vous rendez compte, les années qu'ils ont passées... Et on peut avoir davantage sur l'univers investment grade aux États-Unis, puisqu'évidemment, en plus, on a le 4 plus le spread de crédit. Donc, on arrive à avoir effectivement des rémunérations intéressantes. On préfère plutôt le marché américain aujourd'hui en crédit, plutôt en investment grade, d'ailleurs, compte tenu des niveaux de taux souverains. Que sur le marché européen souverain. Le marché européen en souverain ne nous semble pas encore très rémunérateur. D'accord. Donc là, à la limite, on préfère aller sur... Comment ? C'est le retard. Voilà, et c'est l'effet retard. Il faut encore que cette normalisation monétaire s'effectue totalement en zone euro.
Sachant quand même que ce soit du côté de la Fed ou de la BCE, les discours, on le disait tout à l'heure, Eric Turgeman, tendent quand même à dire que les marchés se trompent et qu'on pourrait avoir une politique monétaire un petit peu plus drastique, j'allais dire, que ce qu'on anticipe. Donc tout peut être remis en cause à chaque réunion de politique monétaire. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ne font que prolonger. C'est-à-dire, en gros, vous voyez, ils ne sont pas en train de dire vous n'avez rien compris, les taux courts, on va les envoyer à 8%, et puis on va encore monter jusqu'en 2024. Ils n'ont pas tellement revu le timing. On continue à dire que ça sera en juin. Et après, vous savez, les investisseurs, que ce soit 5 ou 5,25 ou 3,25 ou 3,70, si vous avez la perspective que de toute manière, vous enjambez l'année et vous vous dites, bon, de toute manière, ok, ça va faire ça un peu plus, un mois de plus, mais que derrière, ça redescend, c'est ça qu'ils voient. Ce qui pourrait remettre en cause, c'est tout d'un coup l'impression que ça s'emballe, qu'il y a une spirale prix-salaire et que les banques centrales disent, attendez, nous, on ne maîtrise plus rien, revoyez tout votre logiciel, ça va monter à 8, et puis en 2025, on va continuer à monter les taux. Si c'était là, on aurait un crack obligataire et un crack du marché action. Mais vous dire, vous voyez... c'est comme vous attendez un colis, il devait arriver mardi, il arrive jeudi, c'est pas grave, il arrivera avant la fin de la semaine. Vous voyez, ça, c'est effectivement un scénario où les taux rebaissent ensuite, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de plateau quand même sur ces taux ? Si, alors nous c'est ce qu'on pense. Maintenant finalement, on se rend compte que les marchés incorporent ça, puisqu'il y a encore un petit mois, il y avait une redescente assez rapide en 2023. Et nous, on se disait, on n'est pas en désaccord, de toute façon, la Fed nous dit ça, pourquoi pas, mais ça nous semble un peu optimiste, et on aura sans doute un plateau. Mais à la limite, tout ça, c'est pas bien grave. Qu'on ait un plateau, qu'on ait une baisse, ce qui compte, c'est où est-ce qu'on sera, dans un an. Voilà. Là, on est en février-mars 2023, où est-ce qu'on sera dans un an. Le marché, à peu près tout le monde, peu ou prou, vous dit, on sera plus bas sur les taux courts. On sera plus bas sur les taux courts. 0,25, 0,50, on sera plus bas. Et c'est ça qui compte. Si à un moment donné, on commence à se dire, si là, parmi nous trois, on pourra en avoir un qui dit non, attendez, et puis il pourrait avoir raison. Non, attendez, on sera à 6% en février prochain, et que le marché commençait à s'emparer de ça, là, ça commencerait à avoir des troubles. Mais aujourd'hui, on n'est pas à 0,25% près, c'est le mouvement, et les marchés considèrent que ils oublient pendant un an, ils disent, de toute manière, le prochain mouvement, c'est de la baisse. Enfin, c'est de la hausse pour les 2 mois. Ça arrive, mais peu importe, quand on reviendra bronzé en septembre, après avoir passé l'été en maillot de bain, on sera à des niveaux, on ne sera pas plus haut. Mais donc une hausse de taux de 50 points de base au lieu de 25 points de base lors d'une prochaine réunion de politique monétaire, c'est pas si dramatique. C'est pas ça qui est grave. Ce qui serait grave, c'est encore une fois, que les banques centrales disent, non, vous n'avez pas compris, ce mouvement-là, il va pas dans ce sens-là. Il va au contraire continuer à monter. C'est pas impossible, on pourrait avoir des indices terribles, un marché du travail. Bon, ça c'est une bonne nouvelle pour les chômeurs, mais les marchés paniquent un peu quand ils voient un marché aussi robuste. Et puis finalement des inversions dans le discours des banques centrales. Mais les banques centrales, elles ont intérêt à ancrer les anticipations d'inflation. Donc, s'ils commencent à dire, allez, nous, on s'est rendu compte que l'inflation, c'est derrière nous, il faut qu'ils soient crédibles. Puis imaginez, elles disent ça, et puis il y a un mauvais chiffre qui arrive. Donc, on sera là pour faire en sorte que l'inflation, on la combatte. Et c'est ça qui est important, parce qu'après, l'inflation, c'est aussi de la psychologie. Si vous considérez que l'inflation est encore devant nous, bien sûr, vous la créez, vous avez des comportements de consommateurs. Donc elles ont besoin de ça, mais pour l'instant, c'est pas bien grave tant qu'on ne voit pas une inversion de ce plateau. Aymeric Didet, même question en lien avec les surprises sur cette désinflation un petit peu moins forte qu'attendue en début de semaine. Alors c'était les CPI, on a le PCE l'indice PCE qui arrivera en fin de semaine. Est-ce que c'est pas si grave au final du moment que la tendance reste celle qui est anticipée par les marchés ? C'est exactement ça, c'est une histoire de tendance. C'est tant qu'on ne brise pas cette tendance et qu'on ne voit pas une tendance qui repasse dans un autre cycle, un autre mouvement, quelle que soit tant que la direction reste la même, ça veut dire que les banques centrales, l'action qui a été menée par les banques centrales
aura eu de l'effet dans l'économie et dans le marché. Donc ça, ce sera transmis dans l'économie. Donc ça, c'est vraiment le seul vrai point qui, pour nous, a beaucoup d'intérêt aujourd'hui, c'est d'observer si on a des statistiques quasiment toutes les semaines ou et en tout cas tous les mois sur ces sujets-là. Ben voilà, on peut avoir un mois qui est un tout petit peu moins bon. Mais voilà, c'est une histoire de tendance. Tant qu'elle reste dans le même sens et que finalement, au final, on a une inflation qui baisse, ça veut dire que finalement l'action des banques centrales a été bonne et donc que les investissements vont dans le bon sens. Donc ça va faire maintenir des taux à des niveaux corrects. On est assez d'accord sur le fait que le principe de baisse rapide des taux d'intérêt, c'est peut-être un peu utopique aujourd'hui de la part des investisseurs et de certains économistes. Mais par contre... Il y aura un plateau, il y aura une phase de transition. Une tendance où ça se tienne, ça suffira. Ça permettra à l'économiste de passer cette période un peu compliquée et finalement de la passer sans trop d'écueils. Parce qu'on a quand même un marché de l'emploi qui tient super bien. Ça, il faut être très clair. Et des entreprises qui sont très très bien gérées et qui auront su sortir sans trop de casse. Parce que quand on regarde les taux de défaut, ils ne sont pas non plus aussi importants que ceux qu'on nous prédisait il y a quelques mois. On nous disait, oh là là, les taux montent jusqu'au mois d'octobre. On nous disait, ça va être faillite à tout va dans les entreprises parce qu'il y aura des problèmes de refinancement. Au final, on est aujourd'hui 4-5 mois plus tard. On n'a pas d'explosion des taux de défaut. Donc ça aussi, c'est assez important. Ça veut dire que les entreprises aussi sont bien gérées et qu'elles ont su se mettre un peu à l'abri par rapport à tout cet environnement qui était décrit comme catastrophique, avec des coûts de l'énergie qui étaient ingérables. Alors on a peut-être un peu de chance parce que l'énergie a finalement stagné, le prix du pétrole n'est pas monté à 150 ou $200, mais... À l'heure actuelle, puisque la question va se reposer l'hiver prochain et la réponse sera peut-être différente, mais à l'heure actuelle... On a peut-être un peu de géopolitique qui va un jour, on l'espère tous, évoluer et s'améliorer de ce côté-là. Mais les États et les entreprises ont pris aussi les devants et se préparent déjà à l'an prochain, évidemment. Donc là-dessus, et on le voit dans les managements d'entreprise, c'est quand même chaque année, ça s'améliore, enfin c'est très bon. Et les entreprises savent prendre les virages, ce genre de virage, très très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, ils s'adaptent beaucoup mieux à l'environnement dans lequel ils évoluent. Et c'est ça qui, pour nous fait quand même être confiants dans la capacité des entreprises à aller de l'avant et à croître tant qu'on n'a pas un accident sur justement l'économie et évidemment l'inflation et la politique monétaire. En Europe, le sentiment est similaire ou, avant de repasser la parole à Nuno Teixeira, là on a parlé de l'économie américaine, est-ce qu'en Europe on peut se dire qu'on cale cette image à quelques mois près ou la situation est plus compliquée ? Tout à fait, on va caler cette image à ce qui s'est passé, on est toujours une économie suiveuse, on a en plus au niveau de l'emploi, là aussi plutôt des bonnes nouvelles. Si on se replace même un an avant l'histoire de la guerre en Ukraine, faut être clair, les statistiques économiques elles étaient déjà très très bonnes en Europe avec de très bons chiffres sur l'emploi et sur la croissance. Donc au final, on se retrouve un an plus tard avec toujours des bons chiffres sur l'emploi, toujours une croissance qui est certes faible, évidemment, mais qui reste quand même résiliente, et des entreprises qui ont des croissances bénéficiaires qui sont bonnes. Elles ont conservé leur marge dans cet environnement-là, ce qui n'était pas du tout gagné. Donc encore une fois, entreprise bien gérée, ça permet d'être constructif pour l'avenir et de rester pour le coup relativement positif, certes avec peut-être un petit décalage de phase pour l'Europe par rapport aux États-Unis, mais encore une fois plutôt constructif pour l'avenir. Nuno Teixeira, quand on écoute effectivement quand on écoute le marché actuellement, on a l'impression que on a du mal à identifier où est le risque. Finalement aujourd'hui dans le marché, que les économies se portent bien, les anticipations du marché vis-à-vis des banques centrales anticipent une baisse de l'inflation et donc des taux progressives. Où est-ce qu'on trouve du risque dans ce marché ? Où est-ce qu'il y a du risque dans ce marché ? D'abord, je pense que la hausse n'est pas, ou l'optimisme n'est pas partagé partout. Si on regarde les gestions, on va dire, multi-assets, diversifiées, etc., elles ne sont pas forcément très longues en action. Donc il y a quand même encore de la prudence. Je pense qu'il y a eu beaucoup de retours d'investisseurs
systématique de hedge fund, même du retail américain, parce que finalement, il y a encore beaucoup d'épargne, il y a encore beaucoup de liquidités qui sont héritées des années Covid et au-delà. Mais il y a aussi ce sentiment que la messe n'est pas complètement dite du côté de l'inflation. Et en particulier, on a un peu mangé, si on peut dire, notre pain blanc au niveau des produits les plus volatiles. Les prix énergétiques, finalement, ont beaucoup décalé à la baisse. Bien sûr, oui. Et ce qu'on risque d'avoir, c'est une inflation globale qui passe en dessous de l'inflation sous-jacente. C'est-à-dire qu'il va y avoir un ventre mou de biens et services qui, eux, ne baissent pas. Alors, c'est vrai que c'est bien pour les entreprises. Ça veut dire qu'elles ont réussi à passer leurs augmentations de coûts et ont maintenu leur marge. Mais pour les banques centrales, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et le fait qu'on ait eu quand même des créations d'emplois aux États-Unis records en janvier, si jamais, soit on se dit c'est un chiffre un peu extrême et ça va se normaliser statistiquement, mais si on continue à avoir des créations d'emplois aux États-Unis, à un moment donné, la Fed va dire stop, la fête est finie et il va falloir qu'on durcisse beaucoup plus. C'est pour ça qu'on commence à avoir. Alors on peut dire c'est pas très grave s'il monte de 50 points de base, mais c'est quand même pas dans le consensus aujourd'hui. Si jamais il monte de 50 points de base, on pourrait dire il y aurait la normalisation monétaire est quand même pas forcément acquise. Donc on va se poser des questions. Et d'ailleurs c'est ce qu'on a vu avec le chiffre de l'emploi et les statistiques qu'on a pu avoir qui étaient du point de vue de l'inflation peut-être un peu moins favorables. On a vu quand même les taux longs se réajuster à la hausse dans une certaine mesure depuis quelques semaines. Donc c'est à surveiller. On est assez d'accord sur le fait que, au moins sur l'Europe, on a quand même des valorisations plus sages, que tout le marché n'a pas profité de la hausse. Donc dans une perspective de poursuite de la normalisation des taux longs, on est peut-être plus protégé en Europe qu'aux États-Unis, où il y a une composante encore de valeur de croissance qui, certes, avait beaucoup perdu l'année dernière, mais là, on vient de remonter de plus de 10 points sur le Nasdaq, et donc finalement, on repasse au-dessus des moyennes de long terme sur les valorisations. Et donc, on reste un petit peu vigilant sur la partie, d'abord, sensibilité des portefeuilles au taux d'intérêt. D'accord, ouais. Et puis, sur l'allocation géographique, on a plutôt tendance effectivement à surpondérer l'Europe, le Japon, les émergents qui sont en retard en termes de progression plutôt que les États-Unis. Un mot, vous avez évoqué le cours des matières premières, donc le recul des matières premières depuis un mois à peu près. Un peu plus même. Le gaz, oui, le gaz, effectivement. Oui. Depuis l'été, pratiquement, par rapport au niveau stratosphérique qu'il avait atteint. Mais attention, là aussi, à l'année 2023, parce qu'il va falloir reconstituer les réserves de gaz naturel liquéfié, et elles ne vont plus venir de Russie, parce qu'on avait réussi à constituer des stocks encore avec du gaz russe pendant une bonne partie de l'année dernière. Et là, c'est... Non seulement elles ne viendront plus de Russie, mais il y aura la concurrence peut-être asiatique et chinoise sur l'achat de ce gaz. Est-ce que ça peut remettre en cause le scénario qu'on décrit depuis une demi-heure ? En tout cas, ça pourrait amener les prix de l'énergie à remonter un peu par rapport au niveau actuel, que ce soit d'ailleurs sur le gaz ou le pétrole, avec la réouverture de la Chine et sans doute une demande d'énergie plus forte. Éric Turgeman, dans le contexte actuel, qu'est-ce que vous regardez, que ce soit en termes d'investissement, de secteur géographique ou autre, qu'est-ce qui attire votre œil ? Alors, nous, pour être honnête, ce niveau des marchés actions... on l'avait en tête, mais pour la fin de l'année. D'accord, ouais. Donc, voilà, on avait publié... En janvier, tout le monde se demandait si le CAC 40 avait fait sa performance. En fin d'année dernière, on s'était dit on ne serait pas étonné de revoir les niveaux historiques, voilà, mais en fin d'année. Et on ne voit pas beaucoup plus haut. Donc on vend et on attend On vend non, parce que... de toute façon, il y a toujours il y a des flux. Comme on vient de dire, il y a beaucoup d'asset managers qui étaient passés à côté de la hausse de fin d'année. Bien sûr. Ouais. Donc après, c'est l'affaire value, c'est dans les livres d'école. Et jamais l'affaire value, elle existe, et puis on balance entre une surévaluation et sous-évaluation. On pourrait très bien avoir des flux qui portent les marchés plus haut qu'aujourd'hui. Donc vendre aujourd'hui, sachant qu'il y en a beaucoup qui reviennent dessus, voilà. Maintenant, donc, le positionnement n'est pas excessif. Non, c'est pas excessif du tout. Non, un suroptimisme BA partout. Voilà. Donc, moi, si quelqu'un me dit, je pars sur la planète Mars pendant un an, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais retrouver ces niveaux-là ? Je dirais, a priori, oui, il n'y a pas beaucoup de risques. Maintenant, si on me dit, est-ce qu'il y a la possibilité d'acheter plus bas dans l'année ? Je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, on peut avoir
Soit ce qu'on vient de dire, un choc sur les taux parce que une phrase maladroite de notre banquier central, ou éventuellement un ou deux profit warning de sociétés qui commencent à dire j'arrive plus à répercuter les prix, parce que jusqu'à quand c'est vrai que pour l'instant, les chefs d'entreprise, et nous on répercute. Ok, ils répercutent à d'autres qui répercutent. À la fin, ça va arriver sur le consommateur final. Certains consommateurs ne sont pas très sensibles à ce qui se passe. D'où la bonne performance du luxe, si vous voulez. D'autres regardent plus près. Les clients d'LVMH ou d'autres, ils vont payer le prix de départ de 50% au-dessus, ça ne va pas beaucoup leur poser de problème quand ils ont envie d'acheter un sac à main et tout. Mais tout le monde n'est pas LVMH. Bien sûr, il y a des sociétés qui vont pâtir. Donc là aussi, on pourra avoir quelques warnings. On n'est pas à l'abri d'une volatilité. Donc voilà, nous, on a eu tendance à dire, écoute, on descend d'un cran, après avoir été positif depuis la fin de l'automne, on descend d'un cran les actions. Parce qu'on pourra sans doute avoir des niveaux plus bas. Peut-être pas d'ailleurs. Mais voilà, on prend ce pari de dire qu'il y aura des opportunités. Et après, sur les taux, c'est pareil, le high yield rémunère pas mal. Encore une fois, il peut y avoir de la volatilité, mais si vous constituez une position et que vous fermez les yeux pendant quelques années, il y a le portage qui fait. On a du portage dans plein de classes d'actifs, quand même. Aymeric Didet, qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel? Qu'est-ce qui attire votre attention? Garder du risque, oui, parce qu'aujourd'hui, justement, on le disait tout à l'heure, le risque est rémunéré. Ça veut dire qu'on a déplacé du risque. On a déplacé du risque de la classe d'actifs actions vers la classe d'actifs obligataires, mais on a conservé quand même du risque parce que, justement, aujourd'hui, il est rémunéré. Mais dans la classe d'actifs actions, on va garder quand même quelques actions parce que les entreprises ayant des croissances bénéficiaires bonnes, on va aussi avoir du dividende qui va être versé. Les taux de dividende sont encore très bons, ils sont en croissance cette année. Donc là aussi, il y a de la valeur à détenir des valeurs qui vont distribuer du dividende. Parce qu'on parle toujours du CAC 40 à 7000 sur des nouveaux records, mais le CAC 40 dividende réinvesti, c'est plus du double. Bien sûr. Aujourd'hui, on compare souvent des indices. D'ailleurs. Des indices qui ne sont pas calculés de la même manière. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, quand on parle CAC 40, quand on regarde dividende réinvesti, il est vraiment très très haut. Et là, pour le coup, on voit l'efficacité du dividende, l'importance du dividende dans la gestion des comptes et des actions au quotidien. Donc, on va chercher ce type d'actif qui est rémunérateur aujourd'hui pour l'investisseur. Et on réalloue aussi une petite partie sur des actifs risqués, des actifs qui ont été massacrés l'année dernière, parce que survalorisés, c'est les valeurs de croissance américaines. C'est-à-dire que vous prenez aujourd'hui le secteur du software, il a perdu 65% à peu près l'année dernière en termes de valorisation. Alors il était beaucoup trop cher évidemment, mais aujourd'hui on est revenu sur des niveaux de valorisation qui sont en dessous des moyennes historiques pour des sociétés qui peuvent afficher des taux de croissance intéressants. Donc clairement, on revient pour une petite partie sur ces actifs-là. En plus, il faut bien voir qu'il y a aussi beaucoup de mouvements de devises. L'euro et le dollar ont quand même beaucoup bougé pendant l'année dernière et encore aujourd'hui, puisqu'on est on est maintenant repassé de 0,95 à peu près à 1,07. Donc il y a aussi des mouvements qui nous permettent de revenir sur la classe d'actifs américaine aujourd'hui, parce que le dollar est aussi revenu un tout petit peu moins cher. Donc là aussi, ça nous permet de réallouer un peu d'argent sur la partie américaine. On va finir avec vous, Nuno Teixeira. Vous nous avez déjà un petit peu dit tout à l'heure ce que vous regardiez, notamment en matière de géographie. Mais qu'est-ce qui attire votre attention aujourd'hui dans le contexte actuel? Une position un peu qu'on appelle de barbell entre croissance et value. On aime bien le secteur des banques en zone euro. D'accord. Même si il avait déjà un peu surperformé dans la baisse l'année dernière, et cette année, il surperforme nettement. On a quand même des bilans qui sont sains. On parlait de dividendes, des returns sur dividendes qui sont quand même très intéressants. Et globalement, une économie qui ne va pas s'affaisser vraisemblablement en zone euro, donc un retour d'intérêt avec des taux qui sont plus intéressants pour les banques. Donc ça joue en faveur de leur rentabilité. Et puis de l'autre côté... Des cours sur actifs nets très faibles dans certains cas. Une valorisation toujours très attrayante. Et puis par ailleurs, on aime bien les semi-conducteurs, alors qui avaient pas mal souffert l'année dernière, mais finalement à peu près autant que les valeurs de croissance, et qui avaient commencé à se reprendre au 4e trimestre, et qu'on aime bien, mais au niveau mondial cette fois. Donc avec à la fois l'Asie, les États-Unis, et puis quelques valeurs européennes aussi.
Merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans Smart Bourse, l'édition du soir de Smart Bourse. Merci Nuno Texera, membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International. Merci Eric Turgeman, co-directeur des gestions OPC chez Ophi Invest Asset Management. Merci également Aymeric Diday, directeur de la gestion de Pergame. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse.